Alors bonjour à toutes et à tous, on s'est déjà vu l'année dernière. Oui, non, vous vous souvenez pas du tout. Ouais. J'avais pas la barbe à l'époque. Les cheveux longs. Donc je suis Olivier Guillotto, je suis directeur de La Rochelle Business School. Je me représente assez brièvement, mais ça permet un peu de repositionner tout ça. En fait, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école, j'ai fait Sud-Eco Bordeaux. Prépa HEC voie éco en banlieue parisienne, au lycée Marcelin Berthelot. Donc j'ai connu ce que vous avez vécu aujourd'hui, la classe prépa, les concours, l'intégration, ce que vous allez vivre après, la vie à l'école. Et puis après, j'ai travaillé dans différents endroits. En fait, je suis parti en Angleterre après l'école. Enfin, pendant l'école, j'ai fait un échange en Angleterre. Après, j'y suis resté 6 ans, j'ai fait un doctorat de sciences politiques. J'ai commencé à donner des cours à l'université. Après, je suis rentré en France. Pendant un an, j'ai fait de la musique, qui était une de mes passions. Je n'ai pas eu le succès escompté, n'est-ce pas ? Donc, je suis revenu à l'éducation. Et en fait, pendant 4 ans, je me suis occupé d'un programme de formation de rescolarisation pour des jeunes de 16 à 18 ans qui étaient déscolarisés dans un lycée professionnel du bâtiment Hector Curial à Paris. Et puis après, je suis reparti à l'étranger. J'ai vécu 8 mois en Argentine. Comme je dis toujours, j'ai rencontré une Colombienne dont je suis tombé très amoureux. A priori, elle aussi, puisqu'on est mariés, on a 2 enfants. Donc, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas, c'est ce qu'elle a l'air de dire. On est parti vivre à Bogota, en Colombie. Et là, j'ai travaillé pour l'université Externado de Bogota. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je m'occupais d'un master en relations internationales, je donnais des cours. Ensuite, je suis revenu en France. Pendant un an, je me suis occupé des relations internationales en fait, de Sud-Deco Bordeaux. À l'époque, c'était BEM, et maintenant, c'est Kiège Bordeaux, puisque c'est globalisé avec Marseille. Et puis, pendant 6 ans et demi, j'ai été le directeur de l'ESC Montpellier. C'est le programme master en école de Montpellier, qui a été quand même ma plus grosse expérience professionnelle, on va dire. Où l'idée, là-bas, c'était quand même de gagner en prestige et en sélectivité sur ce programme master. Et pendant 6 ans et demi, on a fait ça avec toute une équipe. Et puis j'ai quitté Montpellier l'année dernière, parce que j'avais le sentiment que j'étais arrivé un peu au bout du parcours et que l'école était où elle devait être. Et puis j'ai rejoint le groupe Sud-Deco La Rochelle, je m'occupe de la business school. Je vous raconte tout ça pour me présenter, je vous raconte tout ça aussi parce que ça met en valeur le fait que je connais assez bien le système dont on va parler, et que vous devez maîtriser si vous voulez bien réussir vos concours. C'est ça l'idée. Là, il y a les premières et les deuxièmes années, c'est ça ? D'accord. Donc pour les deuxièmes années, ça va être forcément assez précis, parce que vous le dites, il faut vraiment bien comprendre. Pour les premières années, certaines choses seront peut-être un petit peu plus lointaines. De manière générale, plus vous pouvez vous projeter et commencer à vous poser les bonnes questions et avoir les bons réflexes, et mieux ça va se passer. Donc voilà, je vais essayer d'être assez dynamique dans la présentation, sachant qu'il fait assez chaud ici, donc je sais qu'il y en a qui ont parfois tendance un petit peu à s'endormir. Donc on va essayer de garder un petit peu de tonus. Chaque année, j'en vois certains qui piquent du nez. Je me dis, oh là, c'est pas intéressant ce que je dis. Avant de commencer quand même, effectivement, l'idée c'est regarder bien préparer ses concours et ses oraux. Et on va regarder presque chronologiquement ce qui va se passer et ce qu'il faut préparer ou pas préparer. Derrière, on fera une petite mise en perspective sur les métiers vers lesquels vous pouvez vous orienter, parce que je pense que c'est aussi une question qui est importante, même si c'est compliqué de faire métier par métier, parce que justement, vous allez voir qu'il y en a un spectre tellement large et qu'il y en a tellement en plus qui n'existent pas encore que c'est difficile de vous les présenter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, ça va ? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, si jamais c'est pas intelligible. Les concours, inscription et écrit. L'inscription au concours. Les dates à ne pas manquer et quelle école présenter. Effectivement, pour les deuxièmes années, vous savez que c'est dans quelques jours finalement, on est début décembre. Généralement, les dates c'est 10 décembre à 10 janvier, je crois que c'est encore cette année les mêmes. Sachant que vous avez 2 banques, hein, vous avez la BCE et vous avez Écricom. Avec Écricom aujourd'hui, c'est seulement 2 écoles en fait, c'est-à-dire CKEDGE et Ceneoma, c'est des écoles qui ont plusieurs campus. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est que 2 écoles, alors qu'une époque, il y en avait 5, 6. Et puis toutes les autres sont dans la BCE.
Sachant que par rapport à ça, il y a plusieurs choses à garder en tête. D'abord, ne pas rater les dates d'inscription. Ça peut paraître bête, mais tous les ans, il y a des gens qui ont fait 2 ans de prépa qui oublient de s'inscrire. Ça, c'est pas super malin à faire. C'est quand même assez décevant. Et puis le système français, c'est pas un système où on s'inscrit après. Le système français, de ce point de vue-là, il est assez strict. Ah, c'était le 10, c'est le 11, tant pis pour vous. La question après, forcément, c'est de savoir à quelle école vous allez vous inscrire. Bonne question. Il y en a plutôt beaucoup. Sachant que de toute façon, vous allez forcément vous inscrire à l'une des 30 meilleures écoles françaises. Et là-dessus, je peux vous dire que vous êtes déjà dans un format qui va vous mener vers les meilleures écoles de France. En France, il doit y avoir 250 business schools. Et là, vous serez dans une des 30 meilleures. Alors, des fois, on classe que les 30, donc on se dit « Oh là là, il est à 25e, c'est pas terrible ». En réalité, vous serez de toute façon dans une très bonne école. Ça, c'est déjà une garantie. Après, lesquelles présenter, sachant qu'il y a une question de quelle école je vise et je peux avoir, et puis il y a une question aussi de prix, puisqu'il y a des droits d'inscription au concours. Pourquoi il y a des droits d'inscription au concours? Parce que les concours à organiser, ça coûte relativement cher en réalité, et qu'il faut aussi que les écoles financent ces concours. Si vous êtes boursier, vous pouvez tout présenter, puisque c'est gratuit pour les boursiers. Ce qui est forcément une sorte d'avantage, ce qui peut être aussi un piège parce qu'on a l'impression que tout est ouvert et que finalement on est moins focalisé sur ce qu'on veut intégrer. Après moi ce que je dis souvent c'est 80% mettez les écoles que vous pouvez avoir, mettez 10% celles que vous pourriez avoir si vous cartonnez et puis 10% de celles que vous pourriez avoir si vous ratiez un peu vos concours. Et je crois que si vous êtes sur cette espèce de calcul-là, vous tomberez forcément sur vos pieds. Après, au niveau des droits d'inscription, vous allez voir que les prix varient énormément au niveau des droits d'inscription des écoles. Pourquoi? Parce que y a une théorie qui dit tout ce qui a de la valeur est cher. Donc certaines écoles ont tendance à avoir des prix assez élevés en disant bah, comme on est une très bonne école, on est très cher. Puis il y a des écoles qui sont plus sur une stratégie de dire les écoles sont déjà assez chères, on va faire en sorte que les droits d'inscription ne soient pas non plus trop chers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces différences de prix. Nous, je sais que pour prendre par exemple La Rochelle, on est en groupe avec 4 autres écoles, ce qui permet de diminuer le prix. C'est le cas aussi par exemple de la triplette Rennes, Strasbourg, Montpellier. C'est vrai que ça a cet avantage-là. Après, c'est sûr que si vous visez une école d'un groupe et que vous êtes obligé de présenter toutes, ça peut être un peu décevant. Sachant que l'idée quand même, c'est d'en présenter un maximum, de se donner un maximum de chances. Et je dirais que s'il faut faire un petit effort financier à ce moment-là pour élargir le spectre, je pense que ça vaut le coup de le faire après 2 années d'effort. Je ne crois pas que ça soit le moment où il faut dire finalement j'en présente moins. En moyenne, les élèves en présentent entre 12 et 13. Ça c'est la moyenne. Quand on fait la... Bon alors voilà, après les écartistes peuvent être assez variés, mais ça me semble être quelque chose d'assez raisonnable. Effectivement, 12, 13, peut-être pour 15 à mon avis. Mais ça me paraît quelque chose qui est pas mal. Ça, c'était la première chose sur les inscriptions. La ligne droite vers les écrits, donc à partir du moment où vous êtes inscrit à vos écrits, objectif, c'est évidemment les épreuves. Le travail finit toujours par payer. Je sais que parfois, quand on est en prépa, on se dit « Ah là là, j'ai du mal, cette matière ». Moi, mon expérience, c'est que déjà, les notes que j'ai eues au concours étaient quand même bien meilleures que celles que j'avais lors de l'année. C'est-à-dire que là-dessus, en prépa, on vous note un peu bas aussi pour vous pousser à travailler et pour vous motiver. Généralement, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai été étonné aussi par le fait qu'il y a des épreuves sur lesquelles je ne pensais pas du tout réussir et où j'ai vraiment bien marché. L'allemand, par exemple, qui fait ma grosse faiblesse, hein, pour ne pas dire pire que ça, puisque ma première colle, la prof avait dit plus jamais ça, et j'avais dit de quoi vous me parlez, mais de votre prestation, monsieur Liotto. Et j'ai quasiment intégré grâce à l'allemand, c'est-à-dire que j'ai eu, je crois, 13 ou 14 à l'écrit, et à l'oral, une prof m'a dit, mais vous parlez très bien allemand, monsieur, c'est étonnant, et j'étais, ah bon, mais moi, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire que par rapport à ça, si vous avez été régulier, ça doit fonctionner. Vous devez avoir confiance dans votre capacité finalement à obtenir un résultat. La vraie problématique après c'est gérer son stress au moment des épreuves. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, il y a des gens qui le gèrent plus ou moins bien.
Et il faut quand même être capable, effectivement, d'être bon le jour J. C'est quand même une épreuve psychologique et physique intense, quand même, hein, les concours. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant plusieurs jours, il faut être capable d'être bon. Vous êtes quand même bien entraîné, et là-dessus, il faut avoir confiance là-dedans. Quelque chose qui est important, le calendrier des épreuves. C'est-à-dire que soyez bien sûr de votre calendrier des épreuves. Tous les ans, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas au concours. Première erreur, déjà, eux, c'est game over tout de suite. Deuxième erreur, c'est pas aller à l'épreuve qui compte pour des écoles que vous avez présentées. Ça arrive tous les jours aussi. Ah non, je suis pas allé à l'épreuve de maths et DEC, j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Ah, ça comptait pour 5 écoles, c'est dommage. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il faut que vous soyez particulièrement précis, vous ayez bien votre calendrier et il ne faut pas vous rater là-dessus. Sachant que vous allez être dans un moment où psychologiquement, il faut que vous maîtrisiez bien ce que vous pouvez maîtriser et que ça ne vienne pas vous parasiter l'esprit pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous maîtrisez moins. Ce que vous maîtrisez moins, c'est quel sujet va tomber, c'est quel temps il va faire, c'est est-ce que vous allez en forme ce jour-là, etc., etc. Mais voilà, tout ce que vous devez maîtriser, maîtrisez-le bien et maîtrisez-le de manière parfaite. Les notes sont parfois étonnantes. Moi, j'ai toujours une anecdote personnelle, hein, mais que j'ai vécue. C'est-à-dire que première épreuve de mes concours, c'est le lundi, c'est l'épreuve des maths de l'EM Lyon, qui est censée être comme une épreuve assez importante. Il y a une matrice, cette matrice, je m'en rappelle encore, je l'ai refaite peut-être 250 fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai refaite. En tout cas, je l'ai beaucoup refaite, ça m'a pris énormément de temps. Finalement, j'arrive à faire l'épreuve, mais on m'arrache le stylo. En plus, il y avait une épreuve, c'était les débuts des épreuves un peu sur l'informatique, donc je ne comprenais pas l'énoncé, enfin bon, ça me paraissait compliqué. Et donc je sors de cette épreuve, évidemment, j'étais complètement déprimé en me disant première épreuve et je me la rate, ça va mal se passer. Bon, j'essaye un peu de me reprendre, l'après-midi il y avait une épreuve de culture G, et le sujet m'inspirait pas mal. C'était plutôt une matière forte, la culture G. Et le sujet m'inspire, et donc je pars dans un grand truc, et je ressors de là hyper content. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à Écrit-Com il y avait eu un peu le même sujet, je suis aussi parti dans un peu le même genre de scénario, j'ai d'ailleurs eu la même note. Enfin bref, à la fin de la première journée, je me dis, je me suis planté en maths, avec la culture G, je vais rattraper, tout ça au final, ça va bien se passer. Je reçois mes notes, j'avais eu 20 en maths et 5 en culture G. Étonnant, non? Alors j'ai jamais su en maths, est-ce qu'il avait perdu ma copie? Non, je plaisante. Je pense qu'en fait, ce que j'avais fait, je l'avais vraiment bien fait. Après, il y a une harmonisation des notes aussi, en fonction de qui a fait quoi, puisque c'est aussi la logique de concours. Hein. Vous voyez la différence entre un examen et un concours. Un examen, c'est le bac. Vous pouvez viser 10,001 et vous avez votre bac. Et finalement, personne ne vous demande plus. À moins que vous vouliez avoir une mention ou que vous visiez, si vous visez derrière quelque chose qui nécessite une meilleure note. Le concours, vous pouvez avoir 19, si tout le monde a 20, vous n'êtes pas pris. Vous pouvez avoir 3, si tout le monde a 2, vous serez pris. C'est le côté un peu vicieux du concours. Ouais. Quand vous dormez, il y a des gens qui travaillent. C'est toujours ce que je me dis. Non, tout le monde dort à un moment, forcément. C'est obligatoire. Des candidats qui dorment jamais, ça... Moi, je me souviens qu'une prof d'allemand m'avait dit, d'ailleurs, votre cerveau, si vous ne dormez pas, les bulles vont pas bien se mettre en place et vous serez plus capable de réfléchir. Donc ça m'avait déculpabilisé sur le fait de dormir. C'était une bonne chose. Mais c'est vrai que les notes vont être parfois surprenantes. Ça veut dire aussi, voilà, vous jouez vos épreuves une par une, vous laissez derrière, hein, vous paniquez pas en vous disant j'ai raté celle-là. De toute façon, à la fin, on prend en compte toutes les notes et voilà. Le super concours, c'est les épreuves que vous avez réussi toutes vos épreuves et vous faites le maximum à toutes vos épreuves. C'est quand même assez rare. D'ailleurs, c'est aussi assez rare que vous sous-performiez à toutes vos épreuves. Souvent, il y a un espèce d'équilibre. Celui-là, je l'ai vraiment bien réussi. Celui-là, je l'ai un peu moins bien réussi. Et c'est quelque chose qui est important. Comme je vous disais, c'est un concours et un moment de stress. A priori, vous êtes quand même très bien préparé. Mais c'est vrai que la capacité psychologique à être présent le jour des concours, elle va faire aussi la différence parfois entre guillemets ceux qui y arrivent très bien et ceux qui y arrivent un peu moins bien. Après, il faut savoir que vous êtes dans une voie où la possibilité d'intégrer, elle est ultra forte. Vous avez la chance d'être dans une voie qui est à la fois sélective, mais qui en réalité sur le concours en tant que tel,
n'est pas tant que ça, dans le sens où il y a quasiment autant de places que de candidats. C'est pas tant un concours de sélection qu'un concours de répartition en réalité. Après voilà, c'est quelle école vous allez avoir, mais vos chances d'intégrer, elles sont quasiment totales. Moi je connais des filières où il y a un intégré tous les 3 ans. Je ne sais pas comment ils font psychologiquement. Là on n'est pas du tout là-dessus. Quelqu'un qui a bien travaillé et qui joue bien le jeu, en théorie, il doit finir dans une bonne, voire une très bonne école. Là, on passe au moment de l'admissibilité. Vous connaissez ce mot-là, le mot magique, évidemment. L'admissibilité, honnêtement, c'est le plus dur. Si vous êtes admissible à plusieurs écoles, a priori, à moins d'être catastrophique aux oraux, ça doit vraiment passer. Le cut de l'admissibilité, c'est vraiment le plus dur. Et la barre d'admissibilité, on part souvent de la barre d'admissibilité, c'est censé illustrer la sélectivité d'une école, et dans un sens, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'école la plus sélective, c'est HEC, elle a la barre d'admissibilité la plus haute, ça va être presque 14. Après, en réalité, faire un classement par barre d'admissibilité, c'est un peu compliqué, et ça ne reflète pas forcément la réalité. Pourquoi? Parce que ça dépend déjà des épreuves que l'école a prises, et il y a des épreuves qui sont plus dures que d'autres, donc en fonction des épreuves qu'elle prend, la barre peut monter ou descendre. C'est pour ça aussi que comparer BCE et Cricum, c'est vraiment compliqué de le faire. Historiquement, moi je sais qu'à l'époque, les Écricum avaient tendance à noter un peu plus large que les BCE, donc c'était compliqué de les comparer. Et puis ça dépend aussi du nombre de places ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je veux avoir une excellente barre d'admissibilité, j'ouvre 2 places. Et je mets ma barre à 12. Et brutalement, on va dire, oh, La Rochelle, extraordinaire. Bon, j'aurais plus que 2 élèves. Ça va être moins extraordinaire pour moi. Mais voilà, vous, il faut que vous preniez du recul par rapport à ça, même si c'est quand même quelque chose d'important et qui reflète quand même une certaine hiérarchie et qui, moi, je le sais, et c'est normal, vous avez fait 2 ans d'efforts et que vous aimez intégrer des écoles qui sont quand même difficiles à obtenir. Hein. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille à La Rochelle, d'augmenter la barre d'admissibilité, parce que voilà, ce phénomène humain de vouloir aller sur ce qui est difficile d'avoir, ça paraît normal et ça paraît logique. Si vous êtes admissible, forcément, vous continuez à jouer. Si vous n'êtes pas admissible, c'est forcément plus dur. Des fois, c'est marrant parce que, en fonction des coefficients, vous allez être admissible dans une école et pas forcément dans une autre. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais pas été admissible à Toulouse, c'était une des rares écoles où je n'étais pas. Je pense qu'ils avaient dû mettre un gros coef sur la culture G. Hein. Mais alors que j'étais admissible à des écoles bien meilleures, sachant qu'en plus l'admissibilité Écricum par rapport à BCE est complètement déconnectée puisque c'est pas du tout les mêmes épreuves. Donc par exemple, j'ai été admissible à l'EDEC, à l'époque l'EDEC faisait partie d'Écricum, mais pas à Toulouse. Ce qui aurait pu paraître sur le papier illogique, en réalité, comme c'était pas les mêmes épreuves, j'avais des notes totalement différentes. Vous allez avoir vos résultats d'admissibilité. Il faut vous connecter assez rapidement pour vous inscrire dans les écoles et organiser son fameux Tour de France. Le Tour de France, c'est quelque chose d'assez à la fois extraordinaire et difficile. Extraordinaire parce que vous allez aller dans plein d'endroits sympas, rencontrer plein de gens. Difficile parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, psychologiquement c'est un peu stressant. Ça coûte aussi de l'argent, il faut être honnête, il faut un petit budget pour faire son Tour de France, même si généralement vous êtes quand même sur des formules où on vous offre des packs qui sont pas très chers par rapport à ce qu'on vous propose. Généralement pour entre 30 et 50 €, vous avez la nuit, vous avez le resto, vous avez le petit-déj, vous avez le déjeuner. Mais bon, si vous faites 30 fois le nombre d'écoles, ça peut commencer à monter, et puis il y a aussi le train, ou la voiture, ou le covoiturage, ou le bus, je ne sais pas ce que vous allez voir pour le faire. C'est important de bien l'organiser d'un point de vue géographique. Ça veut dire que faites quelque chose de logique. Si vous allez à Nice, puis à Lille, puis à Bordeaux, puis à Strasbourg, puis à Rennes, puis à Grenoble, vous n'allez jamais y arriver. Et c'est pour ça qu'y aller assez vite, s'inscrire assez vite, c'est important. Ceci étant dit, on vous dit toujours, ouais, mettez au milieu. Il y a toujours des théories sur où faut mettre les écoles que j'ai envie d'avoir. Pas au début parce que je vais pas être en forme, plutôt au milieu je vais être entraîné. Ah non, c'est à la fin. En réalité, ce qui est intéressant, c'est quand moi je regarde les gens qui intègrent les écoles où j'ai été, il y en a qui sont passés à tous les moments du spectre. Il y en a qui étaient là le premier jour, il y en a qui étaient là le dernier jour. Des fois on me dit, ouais, le dernier jour c'est pas grave, ils viendront jamais. Je leur dis, bah regardez ceux qui ont intégré l'année dernière, il y en avait 10.
Ah oui, quand même. Je dis ouais. Et de ce point de vue-là, voilà, même si dans votre tête vous vous dites faut mieux que je le mette dans la semaine du milieu, si c'est en première ou en dernière semaine, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est pas ça qui va vraiment déterminer votre capacité à intégrer, sachant que je vais parler de l'entraînement, qui est quelque chose de fondamental. J'ai mis donner la chance aux écoles. Donner la chance aux écoles, c'est quoi? C'est que il y a des écoles que vous visez, parfois que vous fantasmez un peu d'ailleurs. Ouais, j'ai envie absolument. Et puis vous allez y aller, et puis elles vous décevront peut-être un peu parce que finalement c'est que des écoles. Et puis il y a d'autres écoles auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous allez y aller, et puis vous allez plus s'accrocher, vous allez voir des gens qui vous plaisent, la ville va vous plaire. Et des fois, voilà, on est étonné d'aller dans telle ou telle école, alors qu'on n'y avait pas du tout pensé, sachant que forcément, il y a des catégories d'écoles, et c'est aussi ce qui va déterminer vos choix. Si vous avez HEC La Rochelle, il faut prendre HEC. D'ailleurs, tout le monde l'a fait, hein, je vous rassure. C'est 100% des gagnants ont fait ça. Après, c'est dans la grappe d'école dans laquelle vous êtes. Souvent, la hiérarchie, il n'y en a pas tellement, puisqu'en fonction des classements, en fonction du moment, c'est à peu près le même niveau. Et c'est vrai que le ressenti que vous allez avoir, il va être important. Vous allez passer 3-4 ans dans une école, il faut que vous y sentiez bien. C'est absolument fondamental. Là-dessus, on va souvent vous conseiller, vous dire oui, il faut aller là, machin, c'est super important. Il y a des gens qui s'y connaissent bien, il y a des gens qui s'y connaissent moins bien. Et puis c'est pas eux qui seront dans l'école. Donc à un moment, allez pas dans une école juste parce qu'on vous a dit d'y aller alors que vous n'avez pas aimé. Je pense que c'est important à un moment d'assumer ces choix-là et d'être bien dans votre peau. Les dates de passage, j'en ai passé. 2 catégories d'épreuves à passer, les langues et les entretiens. Je commence par les langues. Les langues, c'est classique. Hein. Vous êtes préparés à ça. Donc ça va être un texte soit écrit, soit audio. Et après, on vous pose des questions. Il faut discuter avec le prof. Il n'y a pas tellement de préparation spécifique par rapport à ce que vous avez déjà fait. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'effectivement, certaines écoles sont dans ce qu'on appelle une banque d'épreuves. Sur la BCE, il y a la banque d'épreuves Iéna, et sur Ecricom, il y a la banque d'épreuves Ecricom. Ça veut dire que vous passez une fois les langues, et elles comptent pour toutes les écoles. Vous n'avez pas besoin de les repasser. Donc par exemple, La Rochelle, on est avec Montpellier, Strasbourg, Pau. Donc vous allez les passer à La Rochelle, et ça comptera aussi pour Montpellier. Donc quand vous irez à Montpellier, vous ne passerez que l'entretien. Ça a un avantage, c'est que vous faites une seule fois l'effort, et puis si vous avez une super note, ça compte pour tout le monde. Ça a un inconvénient, si vous plantez, ça compte aussi pour tout le monde. Et puis il y a des écoles, c'est un peu la banque parisienne, vous repassez à chaque fois les langues. Donc là, voilà, les avantages qui étaient, ça devient les inconvénients, et inversement, vous ne choisissez pas ça. Vous, ce qu'il faut, c'est que vous le sachiez pour pas vous retrouver dans une école, on vous dit, allez, c'est les langues, et vous n'êtes pas au courant. Mais une fois que vous avez maîtrisé cette petite dimension-là, il n'y a plus tellement de problématiques. Alors, les entretiens. Déjà, on va regarder un peu le poids de tout ça. Grosso modo, en moyenne, vous allez avoir 32 coefficients sur les écrits, 32 coefficients sur les oraux. C'est pas toujours vrai, mais c'est quand même une règle qui se respecte dans pas mal d'écoles. Ça veut dire qu'a priori, sur votre classement final, c'est 50-50 entre écrits et oraux. Sauf que dans les oraux, si vous regardez bien les coefficients, l'entretien, généralement, il pèse entre 15 et 25 des 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, s'il y a une note qui va peser le plus dans votre classement final, c'est l'entretien. Il n'y a pas photo là-dessus. Et là-dessus, les langues, souvent, c'est 4, 2 au niveau des oraux. C'est pas important. Mais c'est sûr qu'il faut mieux se planter en anglais que se planter en entretien. C'est incontestable si on essaie de calculer un peu tout ça et d'être malin. Les notes que vous pouvez avoir en entretien, c'est 20. C'est-à-dire qu'on est dans des épreuves où clairement vous pouvez avoir 20 sur 20. On pousse d'ailleurs les jurys à mettre des 20 sur 20, parce qu'il y en a qui ont du mal en disant ah, non mais un 20 sur 20, j'ai jamais dit ça, il faut que la personne soit parfaite. Alors mais non, c'est pas ça le jeu. On n'est plus dans quelque chose à hiérarchiser, on est dans est-ce qu'on veut que cet élève aille dans notre école. Si on veut que cet élève aille dans notre école parce qu'il vous a convaincu, mettez-lui 20, d'abord parce qu'on sera sûr qu'il va venir, et puis ça lui envoie un bon signal par rapport au fait que on a bien aimé sa prestation. C'est quand même assez rare que vous preniez des tôles, des 2, 3, j'en
j'en ai quasiment jamais vu. Mais c'est sûr que les 11-12, c'est pas les notes qui vous boostent, quoi. De manière générale, les notes à l'oral sont quand même assez bonnes. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir la meilleure note possible. On a deux types d'entretiens. On a les entretiens individuels et les entretiens collectifs. Alors, toute école a forcément un entretien individuel, et puis certaines rajoutent un entretien collectif, me semble-t-il. Je suis pas sûr, je me demande si l'ENEC n'a pas évolué sur quelque chose où ils ont plus d'individuel et collectif. Mais bon, grosso modo, c'est ça le schéma. Avec, dans les types d'individuels, si on essaye d'avoir 3 grosses catégories, c'est quelque chose qui va ressembler à un CV et qui va servir de base à votre discussion avec le jury. Donc, soit votre CV, soit quelque chose à remplir, soit quelque chose un peu formacole. Vous allez avoir un sujet d'actualité ou de culture générale et on vous demande de faire un petit exposé de 2-3 minutes, 4-5 minutes. Et puis vous avez d'autres formats qui peuvent être un peu différents. Nous par exemple, on est sur le CV un peu prospectif, vous rentrez dans des informations dans un ordinateur et ça fait votre CV comme celui que vous pourriez avoir dans quelques années, et ça sert de base à la discussion. Fondamentalement, ça sert toujours de base à l'échange avec le jury. Il y a quand même des figures du style à pas rater. C'est-à-dire, si on vous demande de remplir un document, s'il y a des ratures partout et que l'encre a bavé et que c'est crade et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit, c'est pas terrible. En fait, l'impression, elle va commencer là-dessus. C'est-à-dire qu'il va prendre mon truc, tiens, c'est bien écrit, ou il n'y a que des fautes, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, il a raté, tiens, celui-là. Donc voilà, c'est important aussi de ne pas oublier cette dimension-là et de bien le faire. Sur le sujet d'actualité ou de culture générale, forcément, on s'attend à ce que vous ayez une base de connaissances qui fait que si vous dites Jacques Chirac, notre président, les gens vont dire « Oula, il est un petit peu décalé ». Il faut quand même suivre un peu ce qui se passe et puis organiser sa pensée. Hein. Je crois que c'est un peu l'exercice, c'est d'être capable effectivement de formuler un plan et de formuler un raisonnement. Si vous faites ça, tout se passera très bien. Vous verrez que chaque école a après des spécificités qu'il faut travailler si vous voulez y arriver. Avant de passer de manière définitive à l'entretien individuel, quelques conseils pour l'entretien collectif. Nous, par exemple, on fait un entretien collectif et on vous donne un projet. Vous êtes un groupe de 5 à 6 étudiants et pendant 30 minutes, vous devez préparer le projet. Et puis après, pendant 10 minutes, vous l'exposez devant un jury qui ne dit rien, qui n'intervient pas. C'est vous qui parlez et ça se finit comme ça. Ce genre d'exercice, si le groupe est bon, vous aurez des bonnes notes individuellement. C'est le fait de travailler ensemble qui va faire que ça va fonctionner. Si vous le voyez un peu individuellement, ouais, c'est moi qui vais avoir la bonne note, ça ne marche jamais. Après, le bon conseil, c'est quoi? Ne rien dire, forcément, c'est pas une bonne stratégie. Si vous dites rien, on ne se rappellera pas de vous, et c'est pas bon. Si vous parlez trop, c'est pas une bonne stratégie. La personne qui sent qu'il faut qu'il accapare l'attention et il répond partout, et non, c'est aussi quelque chose où on a envie que vous écoutiez, que vous soyez capable de rebondir par rapport à ce que disent les autres. Ça, c'est mes petits conseils pour l'entretien collectif, sachant que c'est vrai que l'entretien individuel est forcément le plus important. Comment il s'organise? Il y a un jury d'abord, généralement il y a 2 personnes, parfois 3. Une personne externe et une personne interne. Enfin, une personne interne et une personne externe. C'est important ça parce que ça veut dire que vous, il faut que vous analysiez ça. La personne interne, ça veut dire qu'elle vient de l'école, donc elle est fière de son école, donc elle est fière de ses points forts et de ses caractéristiques. Et ça, ça veut dire que vous, il faut que vous envoyez des petits signaux par rapport à ses points forts et ses caractéristiques, parce qu'elle va être super contente. Ah, il sait ça, c'est génial. La personne externe, ça peut être un diplômé, ça peut être un professionnel, ça peut être un professeur d'autre institution. On invite par exemple les profs de prépa, et certains font le tour de France aussi, pour faire passer les épreuves. Alors pas les épreuves de leurs élèves, évidemment, hein, on évite ce genre de problème. Donc là, il y a quelque chose de plus extérieur, qui peut être fortement, comment dire, déjà enclin à bien aimer l'école. Forcément, si vous avez un diplômé, il était étudiant, donc lui aussi sera sensible aux marques d'attention par rapport aux caractéristiques de l'école. Ça peut être aussi un professionnel qui vient complètement d'ailleurs et qui a une autre façon de voir les choses. Après, chaque école va s'engager sur un format
d'entretien, et on va y revenir, chaque école a un format d'entretien spécifique. Et là, vous avez deux parties. Vous avez la partie que vous pouvez préparer, et qui est une sorte de fil rouge à tous les entretiens, et c'est ce qu'on va travailler ensemble, et la partie qui est spécifique à chaque école, et là, il faut que vous le bossiez de manière spécifique. C'est très compliqué d'arriver dans une école, de ne pas du tout connaître sa méthode d'entretien, et d'être bon. Parce que des fois, il y a des spécificités, il faut quand même y penser, il faut quand même se... Par exemple, à Grenoble, on vous demande à un moment de vous retourner et de poser des questions au jury. Si vous n'êtes pas préparé, ça peut être compliqué, ça se travaille un peu. Je veux dire, bon, il y a des gens qui rebondissent bien comme ça à l'émotion, et il y en a que ça peut déstabiliser. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser un peu en avant, et effectivement, faut bosser cette partie-là. Il va y avoir des consignes qui sont données au jury, c'est-à-dire que nous, on va s'engager sur un format d'entretien, et puis on demande aux personnes de les respecter. Généralement, ils les respectent. Après, vous êtes toujours un peu dépendant, notamment sur les externes, de gens qui sont habitués à d'autres formes d'entretien, et qui peuvent comment dire, voilà, pas suivre à 100% ce modèle-là. Ça arrive assez peu, et on essaye de le contrôler au maximum. L'idée étant effectivement que vous ayez préparé quelque chose, où vous puissiez être bon, parce que le jury suit parfaitement tout ça. Mais oui, on briefe les jurys, on leur demande de suivre exactement. Vous êtes quand même sur une tendance lourde aujourd'hui, où les jurys sont sympathiques, ouverts, et vont essayer d'avoir un contact avec vous qui soit bienveillant. C'est-à-dire que moi, à mon époque, on était encore dans la mode de l'entretien où le type pouvait vous assassiner pendant 25 minutes, c'était le tir de mortier permanent, et c'était un peu, on va voir jusqu'où il est capable de tenir avant de craquer, quoi. Ça, c'est un peu fini, c'est même carrément fini, et on essaye vraiment de... D'ailleurs, rappelez-vous que c'est toujours un jeu de rôle, hein. C'est-à-dire que c'est comme quand vous négociez avec la grande distribution, hein. Il y a le bon, il y a le méchant, hein. Il y a celui qui fait un peu pote, et puis il y a l'autre qui, hop, il vous tombe dessus à chaque phrase. Il peut y avoir ça dans un jury, et il y a des gens qui peuvent être comme ça, donner l'impression qu'ils ne sont pas sympathiques. Et il faut se méfier, il y a des jurys très souriants qui vous mettent 4, il y a des jurys qui font un peu la gueule, qui vous mettent 20. L'impression, vous ne savez pas qui est en face de vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ne sourient pas parce qu'ils ne sourient jamais en fait, ils ne savent pas le faire. Et puis il y a peut-être des gens qui sourient tout le temps, mais en fait c'est des durs à l'intérieur. Donc par rapport à ça, voilà, vous emballez pas trop d'un côté comme dans l'autre, ça peut aller dans les deux sens. Généralement la durée c'est entre 25 et 40 minutes, ça va super vite. Très honnêtement, quand vous sortez, déjà, on dirait un flash. Le début, ça c'est sans la préparation, et effectivement en fonction, on peut vous donner 30 minutes, 1 heure de préparation. Des fois il n'y a pas de préparation et on y va directement. Comme je vous disais, c'est des spécificités à travailler et à bien maîtriser. La première chose, il n'y a pas de bonne réponse. Bon, on me dit, oui, est-ce que j'ai bien répondu? Je ne sais pas, vous avez bien répondu, vous n'avez pas bien répondu. C'est, est-ce que ce que vous avez répondu, vous l'avez bien défendu? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça montre effectivement votre personnalité? Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous voulez montrer? C'est ça qui est important. Mais dire il y a une bonne réponse, il n'y a pas de bonne réponse, c'est pareil, on dit souvent ouais, il faut absolument que je parle de l'humanitaire, il faut que j'ai fait une expérience dans l'humanitaire. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir fait une expérience dans l'humanitaire pour avoir une bonne note. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui paraît idiot. Si l'humanitaire vous en avez fait et que c'est votre grande passion, parlez-en. Mais si ça ne vous intéresse pas, et vous avez totalement le droit, ben, vous n'en parlez pas et vous parlez de ce que vous avez fait. Vous inventez pas comme ça des choses qui ne seraient pas vous. Ce qu'il y a à faire, mais vous avez des entraînements déjà, hein, faites-vous un petit bilan personnel de ce que vous avez fait depuis plein d'années. C'est-à-dire, tiens, j'ai fait du judo pendant 3 ans. Pourquoi j'ai fait du judo? Ah ouais, les judos, ça me plaisait pour telle et telle raison. J'aimais bien les compètes pour telle et telle raison. J'aimais bien l'ambiance. Quel rôle j'ai joué? Quelle réussite j'ai eue? Quel échec j'ai connu? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est important de montrer que vous êtes capable d'apprendre de ce que vous vivez. La pire impression, c'est la sensation que vous prenez la porte, vous relevez, vous la reprenez, vous relevez, vous la reprenez, etc., etc.
La sensation qu'il vous arrive des choses, vous êtes capable de les analyser et d'évoluer, ça c'est fondamental. Que ça soit des succès ou des échecs. Le mythe de « moi je n'ai connu que des succès, vous savez, je suis un grand gagnant », ça c'est juste pas croyable. On a tous connu des échecs, ça fait partie de la vie et c'est très bien ainsi. C'est ce que vous allez en retirer qui est important. Donc vous inventez pas un personnage fantastique de super-héros qui serait pas une réalité. Et comme je vous dis, par rapport à ça, vous pouvez raconter un échec et avoir 20 sur 20. Et raconter un succès, avoir 20 sur 20, et inversement. C'est plus la façon dont vous le mettez en perspective et ce que ça peut vous faire, comment dire, vous permettre de mettre en avant. C'est pareil, souvent on dit ouais, j'ai pas voyagé, c'est grave, lui il a fait le tour du monde. Il y a des gens qui font 14 fois le tour du monde et qui n'ont rien appris. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais bougé de chez eux, mais qui, voilà, dans leurs expériences de tous les jours, se rendent compte de choses, tirent des enseignements, avancent. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Avoir cette réflexion-là. C'est pour ça qu'il y a un petit travail d'introspection sur qui on est. C'est pas facile de parler de soi. Et là, on va vraiment être dans cet exercice-là quand même. Vous allez parler de vous. Il faut que vous soyez capable d'en parler. Faut qu'il y ait de la sensibilité. Il ne faut pas tomber dans un truc trop non plus pathos. Maîtrisez d'ailleurs les sujets que vous allez aborder si c'est des sujets qui, d'un point de vue de la sensibilité, vous ne maîtrisez pas très bien. Moi, j'ai vu des étudiants se mettre à pleurer pendant les cours. C'est pas évident, ce genre de situation. Donc, si vous sentez qu'il y a des sujets qui sont à éviter, vous pouvez d'ailleurs le dire au jury. Moi, je ne veux pas parler de ça parce que c'est un sujet un peu personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais voilà, maîtriser cette espèce de choses-là, vous n'avez pas de raison de craquer devant le jury, de vous mettre à pleurer, d'être nerveux, je m'écroule. A priori, vous n'avez pas de raison d'être comme ça. On n'est pas dans ce genre d'exercice. Si ça vous arrive, parce que bon, prenez vos esprits, vous revenez dans le match. Mais bon, sur le papier, il faut éviter de faire ça. C'est quand même pas forcément l'idéal. Comme je vous disais, expérience vécue, rôle joué, savoir tirer des enseignements de ces expériences. Ça, c'est vraiment important. Et effectivement, à un moment, j'ai été délégué de ma classe. Tiens, pourquoi j'ai été délégué de ma classe? Est-ce que j'aime bien avoir ce rôle-là? J'aime bien être un peu leader du truc. Non, j'aime bien être dans le dialogue entre les élèves et l'administration. C'est quelque chose qui m'intéressait. Avoir du recul aussi, c'est difficile d'être délégué parce que y a aussi une limite, puisque je suis un élève comme les autres, donc des fois... c'est compliqué d'avoir ce rôle un peu intermédiaire entre l'administration et les élèves, etc., etc. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut que vous regardiez, des questions qu'il faut que vous posiez. Tester la clarté de ce que l'on dit, de son vocabulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des expériences ou des choses, dans votre tête, c'est très clair. Quand vous en parlez, on ne comprend rien. Ça se teste. Et des fois, il faut reprendre la façon dont on l'explique. Des fois, il faut trouver le bon mot. C'est un verbe, un mot comme ça qui fait que, ah oui, c'est beaucoup plus clair maintenant. Ça, c'est vraiment important, d'avoir cette espèce de fluidité-là qui vous permettra d'être à l'aise et qui fera que tout de suite, le jury comprendra tout de suite de quoi vous parlez. C'est pour ça que ça se teste avec vos camarades, ça peut se tester avec vos parents, avec des adultes, avec des profs, pour voir si quand vous le dites, on vous dit c'est très très clair ce que tu me dis, c'est vraiment le bon équilibre. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous savez, c'est la mode du storytelling. Comme on appelle ça, savoir raconter des histoires. Pour savoir raconter des histoires, il faut donner des détails, mais il ne faut pas trop en donner. Si vous ne donnez pas de détails, on a du mal à s'accrocher. Il ne faut pas que ça reste trop général. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais c'est souvent ce qu'on reproche de nos jours aux politiciens. Ouais, c'était trop général son discours. Oui, bien sûr, la croissance, la paix, super, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? En même temps, si vous donnez trop de détails, à 6h27, je me suis levé, à 6h28, je me suis brossé les dents, à 6h29, je suis sorti de la maison. Là, vous allez complètement perdre l'interlocuteur. Il faut trouver l'équilibre qui fait que vous êtes dans argumenter et donner des détails qui donnent du sens à ce que vous racontez, sans prendre 25 minutes pour raconter la sortie de la salle de bain, quoi. Parce que là, déjà, vous allez vous pourrir votre exercice, et puis vous allez perdre le jury, il va s'ennuyer.
ne vous inventez pas une histoire ou donnez des éléments qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire, je parlais de l'humanitaire, je parlais de l'international. Racontez ce que vous êtes, ce que vous avez vécu. Et vous emballez pas 30 secondes avant de rentrer où vous vous dites, tiens, il parle de ça, je vais parler de ça aussi. Des éléments qu'on ne maîtrise pas, c'est il faut absolument que je dise quelque chose sur le truc professionnel. Les directeurs marketing, je vais leur dire je vais être directeur marketing. Là, le type tout de suite, ah bon, très bien, c'est quoi le marketing? Écoutez, en fait, qu'est-ce qu'il fait le directeur? Je ne sais pas. Donc voilà, si vous donnez des éléments, les gens vont s'accrocher dessus. Donc soit vous donnez des éléments et vous les maîtrisez. Donc je sais pas, j'aime le surf, ah bon d'accord, ouais les planches, les machins, les champions, les trucs, la vague, on vous dit, ouais, il maîtrise son sujet. Mais dites pas j'aime le surf alors que vous en avez jamais fait et vous savez même pas que c'est quelque chose de nautique, quoi. Là ça va poser un problème. Et des fois effectivement là sur le moment on croise des candidats, ouais moi j'ai une super histoire à raconter, vous dites oh là là mais moi j'ai pas une super histoire, il faut absolument que je m'en invente une, je vais faire la même que lui. Non, ça, faites pas ça. Les bonnes histoires, il n'y a pas de bonnes, comme je disais, il n'y a pas de bonnes histoires, il n'y a pas de mauvaises histoires, il n'y a que des histoires qui sont vos histoires et dont vous allez pouvoir parler de manière positive et un peu intelligible. Comme je disais, illustrer par des faits argumentés. Il faut prouver les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, vous affirmez quelque chose, vous le mettez en lien avec une expérience, un fait, qui montre que c'est vrai. Ne pas rester dans quelque chose de trop superficiel. Je vais revenir là-dessus, parce que je vous ai mis quelques exemples de phrases comme ça, qu'il faut dire ou pas dire. Être prêt à parler pendant tout l'entretien. Des fois, vous avez le jury, on commence à parler, puis on ne vous arrête pas, donc il faut parler. Parler. Être prêt aussi à répondre aux questions, à s'adapter aux situations. Ça, c'est important aussi. Il y a des jurys tout de suite, c'est après le déjeuner, non, mais le truc est trop classique, on va tout de suite embrayer sur des questions. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Si c'est ce format-là, c'est une opportunité pour vous de briller. Toute chose qui n'est pas prévue, au lieu de le vivre comme une difficulté de plus, vivez-le comme non, c'est une manière de se mettre en avant. Je vais être bon là-dedans, je vais réussir. Mais c'est vrai que voilà, généralement, vous avez fait la liste de choses que vous voulez dire. 3-4 trucs, il faut absolument que j'en parle, Et donc, dans ces cas-là, il fait beau à Amiens, je voudrais vous parler de mon projet professionnel. Pardon. Il fait beau à Amiens? Non, mais mon projet... Non, mais est-ce qu'il fait beau à Amiens? Répondez. Parlez d'abord du climat Amiens, et puis vous parlez de votre projet professionnel. C'est un dialogue, vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à ce que vous demande le jury, il ne faut pas être trop comme ça, à vouloir absolument dire certaines choses. Il y a des choses que vous ne direz pas, que vous aviez prévu de dire, c'est pas très grave. Vous ne laissez pas forcément enfermer sur un seul sujet qui dure 25 minutes. Mais voilà, dans certains cas, vous direz les 4 points que vous vouliez aborder, dans d'autres cas, vous en direz que 2, dans d'autres cas, vous en direz que 6. Ça n'a pas tellement d'importance. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une impression générale que vous allez laisser et la façon dont vous vous comportez, dont vous réagissez, quel potentiel il y a, l'envie que vous soyez dans l'école, et ça, c'est quelque chose qui est important, notamment pour l'interne. Moi, en tant que directeur d'école, j'ai envie de recruter des jeunes qui vont donner la patate à mon école, qui vont avoir des projets, qui vont la booster. L'étudiant, je me dis, je ne vais jamais le voir, ça va être personne. Ça me motive moins. Je sais bien que mon école, elle bougera si les élèves la font bouger. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je reviendrai aussi un peu là-dessus, mais effectivement, c'est quand même important, cette idée de donner envie au jury que de vous revoir dans les mois, semaines, années qui viennent. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le diplômé est super sensible à ça aussi. Il y a une espèce de filiation de communauté. J'ai envie que mon école continue de grandir, j'ai envie que mon école continue d'envoyer la bonne image. S'il voit ça dans vous, vous avez déjà gagné des points. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, je cite Shakespeare, vous connaissez Shakespeare évidemment, comme moi, je ne l'ai pas lu, comme tout le monde. Avoir ou ne pas avoir un projet professionnel? La grande question. Si vous en avez un, c'est super. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous êtes quand même censé intégrer une école pour monter votre projet professionnel. Donc voilà, c'est pas
obligatoire d'en avoir un. Mais comme je vous dis, si vous en avez un, c'est très bien. Si vous en avez un qui est très précis, ça peut être génial. Dans ces cas-là, anticipez peut-être les questions du jury, on va dire, et si ça ne se passe pas comme vous vouliez, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une question qu'un jury peut poser. Mais non, attendez, il n'avait que ça comme plan, c'est votre seul plan, mais si ça n'a pas lieu. Ça peut être une question. Mais comme je vous ai dit, ne pas en avoir, c'est pas un problème. Généralement, il faut quand même savoir pourquoi vous dirigez vers ce genre d'école. On va évoquer un peu ces questions de métier et d'ambition. Mais bon, comme je vous ai dit, défendre le fait que vous n'avez pas un projet professionnel précis à votre âge, je crois qu'on est tous d'accord, les adultes qui sont ici, à votre âge, je ne sais pas si on en avait. Hein. Moi, je n'en avais pas personnellement. Ça ne s'est pas trop mal passé. Comme je vous disais, ne pas avancer des choses que l'on ne maîtrise pas, c'est fondamental. Si vous parlez d'une passion, il faut que ça soit une vraie passion. Si vous parlez d'un métier, il faut que vous sachiez un peu ce qu'il y a dessous, etc. etc. Balancez pas des... Parce que comme je vous disais, vous allez donner comme ça des espèces de biscuits au jury, eux ils vont les saisir, et après, en plus, ils peuvent prendre un malin plaisir à gratter là où le vernis n'était pas très sec. Donc tiens, il nous a parlé de ça, et puis en fait il ne maîtrise pas le truc, donc je vais continuer à lui en parler, et lui en parler. Vous, ça vous déstabilise, après vous êtes moins bon, vous n'êtes pas à l'aise, le contact avec le jury, c'est pas génial. Maîtriser les spécificités de chaque méthode d'entretien. On en a parlé, effectivement, chaque école a sa méthode d'entretien, donc il faut travailler chaque méthode d'entretien. Dans certaines écoles, il va y avoir des points communs, et le truc peut être assez classique. Si c'est effectivement le sujet de culture G, et puis après c'est un entretien classique, bon, mais pas de vous maîtrisez ça une fois et c'est bon. Mais comme je vous disais, dans certaines écoles, ça peut être très spécifique, et ça il faut le faire. Connaître les forces de chaque école, si vous commencez à dire que vous adorez la vie associative parce que c'est le gros point fort de l'école, mais qu'en fait vous n'êtes pas du tout renseigné sur ce que les assos font, derrière la crédibilité, ça va baisser d'un coup et ça va être compliqué. En travail, très honnêtement, focalisez-vous sur les écrits dans un premier temps. Vous aurez largement le temps après les écrits de faire tout ce travail-là. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête maintenant. D'abord écrit, c'est l'objectif number one. Et une fois que vous aurez passé les écrits, là vous pouvez vraiment regarder les forces de chaque école. Évitez certains sujets. Vous voyez, le conflit israélo-palestinien, c'est passionnant. C'est pas forcément le moment, lors de votre entretien, d'essayer de le résoudre. On ne sait jamais trop face à qui on est. L'écriture inclusive, vous voyez, le débat là-dessus, vous évitez genre. Pas maintenant. C'est pas inintéressant comme sujet, mais vous savez jamais face à qui vous êtes. Voilà, les sujets polémiques, la religion, ce genre de choses, vous évitez. À moins forcément que ça tourne là-dessus et dans ces cas-là, il faut être capable de prendre une certaine distance. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets qui sont polémiques et comme je vous dis, c'est pas le moment de les traiter. Restez sur des choses où c'est intelligible, où c'est intellectuellement défendable, où on ne tombe pas dans un truc passionnel. La religion, la politique, le football. Ouais, le football, vous pouvez en parler encore, on ne sait jamais. Comment s'habiller? Bonne question. Comment s'habiller? De manière générale, on dit souvent au jury de ne pas trop faire attention à l'habillement. Après, faut pas être naïf. Il y a quelqu'un qui arrive là, moi juste quand vous m'avez vu, la façon dont je suis habillé, même si vous dites on va pas faire gaffe, ça envoie un signal. Plutôt bon, plutôt pas bon. L'entretien, c'est un exercice quand même assez codifié. C'est vrai que si vous arrivez en tongs et en short, on va dire tiens, il n'a pas les codes, est-ce qu'il est là pour se foutre de nous, est-ce que c'est une provocation? Vous pouvez jouer la provoque, arriver avec une crête verte sur la tête, forcément on va vous en parler. Il faut que vous soyez capable de défendre pourquoi vous êtes venu dans cette tenue-là. Moi j'ai tendance à penser, par exemple, je sais qu'il y a toujours une question, c'est la cravate, pas la cravate, pour les garçons. Moi je dis toujours, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir une cravate. On pourra éventuellement vous reprocher de ne pas en avoir.
le diplômé de 95 ans, moi, sans cravate, mais quelle honte, quel manque de respect. Ça, c'est les choses qui peuvent arriver. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut en porter. Ça, c'est quand même pas mal perdu. Pour les filles, j'ai moins de conseils, parce que je m'habille plutôt moins comme ça, voire pas du tout. Néanmoins, de manière générale, faut être élégant, trouver un bon équilibre. C'est-à-dire, faut pas que ça mette le jury dans une situation où on pourrait se demander, et ça c'est vrai pour un garçon ou pour une fille, c'est-à-dire le garçon qui arrive avec la chemise ouverte, 3 boutons, les poils qui sortent, c'est pas les talons qui font 4 mètres de haut, le maquillage trop... Voilà, maîtriser ce genre de petites choses. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même important parce que sinon le jury va se focaliser là-dessus et derrière, c'est plus très bien comment juger le truc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Élégance, mais quelque chose de simple et de sobre. De ne pas aller vers quelque chose qui soit trop ostentatoire, me semble-t-il. Même si, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est de moins en moins sur quelque chose où il faut le costume cravate. C'est-à-dire que si vous avez un beau jean, une chemise élégante avec une veste sans cravate, ça passera très bien. Après, voilà, à vous de voir où vous voulez mettre les curseurs. Si vous avez des nouveaux vêtements, testez-les avant. Souvent les mecs, bonjour, c'est mes nouvelles chaussures, elles ne sont pas faites. Non, les nouvelles chaussures, vous les faites, vous êtes bien à l'aise dedans et vous arrivez, vous n'avez pas décidé, quoi. C'est quelque chose d'important. Il faut que vous soyez à l'aise avec vos vêtements, c'est quelque chose d'important, me semble-t-il. Le nœud de cravate. Moi, je suis très... Si vous avez une cravate, faites-moi un beau nœud, s'il vous plaît. J'aime pas les nœuds là, complètement tordus, ça m'énerve. Des fois, je fais les nœuds pour les candidats. Attendez, donnez-moi votre truc, je vais vous faire un nœud. Après, vous le gardez, vous le sortez par la tête et vous avez un nœud qui est... Moi, quand j'ai fait les concours, mon père m'avait fait mon nœud. Hein. Il fait les nœuds très bien et tout. Donc, je lui ai dit, fais-moi un nœud, que j'ai un beau nœud, quoi. Voilà, ça, c'est la petite anecdote, mais le nœud de cravate, je suis assez sensible. Hier, je voyais un film, le type mettait son nœud de cravate, il ressemblait à rien, son nœud. Je suis là. Il faut que je fasse du cinéma. Alors, entretien individuel, conclusion, être prêt mais sans perdre naturel et spontanéité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il ne faut pas surrépéter l'exercice. Si ça devient mécanique, bonjour, je m'appelle Marion, je suis ta. Non, il faut que ça reste quand même. C'est important ça, cette espèce de côté naturel, spontané. Et là, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de quelque chose vraiment tellement formaté qu'il n'y a plus de naturel. Se méfier des apparences, je vous parlais du jury, mais effectivement, le contact avec le jury, voilà, comme je vous disais, les personnes sont ce qu'elles sont. Mettez-vous à leur place, elles ont été à votre place. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des entretiens, on a tous vécu le stress. Vous allez avoir une espèce de montée de stress avant de rentrer, hein, 5 minutes de « Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon secours, je ne me sens pas très bien. » C'est normal. Quand vous rentrez, ça retombe et vous êtes bien. S'il n'y a pas de stress, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. C'est normal qu'il y ait du stress, ça fait partie du truc. Le problème, c'est le bon stress et le mauvais stress, parce que des fois, on dit ouais, il faut 0 stress. Mais non, il ne faut pas 0 stress. Le stress, ça fait partie de la vie, c'est bon, ça donne de l'adrénaline, ça donne de la pêche. Mais voilà, il faut que ça vous permette de monter en puissance et pas d'être dans quelque chose qui vous inhibe. Je l'ai dit aussi, maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser, le reste sera du hasard. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur qui vous allez tomber, à quelle heure vous passez, etc., etc. Ça, vous ne pouvez pas le maîtriser et vous ferez au mieux. Mais ce que vous pouvez le maîtriser, moi je crois que c'est important que quand vous arrivez dans les écoles, vous disiez, là j'ai préparé au maximum, je suis au max de ma préparation. Je ne peux pas être plus près. Ça vous mettra vraiment en confiance pour la suite. Les écoles ne recherchent pas un profil spécifique, c'est vraiment important. On est vraiment dans la diversité des profils. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, mais c'est pas juste une déclaration, hein. C'est que vraiment, tous les profils, on est ouvert à ça. Donc assumez le vôtre, défendez le vôtre, argumentez le vôtre, n'essayez pas d'en avoir un qui ne serait pas le bon.
montrer que l'on va apporter quelque chose à l'école. Après Shakespeare, Kennedy, autre grand auteur classique. Puis s'il a dit effectivement, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Là, c'est un peu la même chose. Comme je vous disais, vous forcément, vous allez être dans un truc, qu'est-ce que l'école me propose? Mettez-vous dans l'autre sens. Qu'est-ce que je vais apporter à l'école? Ça veut dire que des fois, avoir un projet d'assaut, avoir un projet, ça, c'est des choses qui vont plaire. Comme je vous disais, on va se dire, tiens, il va faire quelque chose, elle va faire quelque chose, c'est cool ça. C'est quelque chose de très positif. C'est vous qui ferez l'école, je le répète, mais c'est fondamental. Moi, j'ai pas, par exemple, en tant que directeur de la recherche, j'aspire pas à attirer des gens qui soient pas bien dans mon école et qui fassent rien dans l'école. J'ai envie d'avoir des jeunes qui font bouger cette école et qui la font grandir et qui la font progresser. Je crois que tous les directeurs, on est d'accord, et tous les staffs, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que c'est des belles aventures, mais voilà, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. C'est finalement un jeu de séduction. Ouais, c'est forcément un jeu de séduction. C'est un jeu finalement où on essaye de le rendre très neutre, le plus objectif possible. Donc on met des règles, on met un cadre, ça va se passer comme ça. En réalité, c'est forcément subjectif. C'est la vie. Quand vous croisez quelqu'un, même si vous dites je vais être objectif, comme je vous ai dit, bon, le premier regard, hop, la façon dont il vous serre la main, comment il vous dit bonjour, est-ce qu'il y a de l'empathie, est-ce qu'il n'y a pas, etc., etc. Donc voilà, assumez cette partie-là, et puis après, advienne que pourra, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quelques exemples à suivre ou pas. Je suis ouvert, dynamique, sympathique et souriant. Forcément, hein, je ne vais pas dire je suis un psychopathe, j'aime personne, je vais tous vous massacrer quand j'arriverai à l'école. C'est pas très bon en entretien, ça passe assez mal. Donc on est plutôt sur ce genre de phrase, sauf que vous allez tous le dire là. Vous êtes 50, il y en a 50 qui vont sortir avec ce genre de phrase. Comme je vous ai dit, là vous reliez à des exemples concrets. Je suis ouvert, d'ailleurs je m'occupe de l'association d'accueil des étudiants étrangers de mon lycée. Et j'ai organisé la tombola blablabla. Ah oui, ah ouais, il est ouvert, c'est vrai ça. Etc., etc. Ça c'est vraiment important. Adjectif, on le prouve. On relie à quelque chose qui permet de dire, il a raison, je vois tout à fait ce qu'il veut dire ce jeune. Je ne sais pas trop car je suis ici pour m'entraîner. Ah, l'entraînement. Moi j'ai vu des jeunes qui me disaient, ouais non, je suis ici pour m'entraîner. Et puis en septembre, ils étaient là à la rentrée. Ah bonjour, comment ça va? Alors ce petit entraînement, ça s'est bien passé? L'entraînement n'a de la valeur que si vous le faites sérieusement. L'entraînement, vous êtes pas, ça ne sert à rien, c'est pas un entraînement. On dit souvent ça en sport, mais les meilleurs, c'est ceux qui s'entraînent comme s'ils étaient en match. C'est pareil pour les écoles. Jouez toutes vos écoles à fond. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de toutes les avoir. Oh là là, je sais pas quoi faire. J'ai HEC, j'ai la recherche, je sais pas quoi faire. Non, je plaisante. Mais effectivement, jouez tout à fond, du début à la fin. Lâchez rien. Lâchez rien. Bon, des fois, je suis étonné. Ouais, j'ai passé 2 écoles, j'arrête les écoles. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi? C'est toutes les écoles, qu'est-ce que vous faites? Vous avez passé 2 écoles, c'est pas parce que le jury est souriant et que vous trouvez ça sympa que vous allez l'avoir. Et ça, tous les ans, on en a. Moi, des fois, j'en vois, ils passent une école, j'arrête. Oh, on retombe sur terre. Vous allez me passer le reste. Moi, je leur dis, même quand ils sont dans l'école qui est la mienne, mais non, mettez le maximum de chance de votre côté. J'ai une passion depuis que je suis tout petit pour l'expertise comptable. S'il y en a dont c'est le cas, bon, pourquoi pas, hein. Ça peut arriver. Moi, j'ai jamais vu ça, personnellement, l'expertise comptable quand j'étais petit. Même maintenant, d'ailleurs. Donc, vous inventez pas ça, quoi. Je veux dire, là on va dire, non, arrêtez. Ou alors, oui, j'adore Victor Hugo, c'est mon auteur préféré. Généralement, vous tombez pas de bol dans le jury. Ah, mais ça tombe bien, j'ai fait ma thèse sur Victor Hugo, on va en parler alors. Qu'est-ce que vous passez attendez, Victor Hugo. Non, j'ai dit que j'aimais bien, mais c'est le nom de ma rue en fait, hein. C'est pas un auteur que je connais. Évitez ça, comme je vous disais, vous inventez pas des choses incroyables qui n'ont aucun sens.
Après, si vous êtes vraiment passionné par l'expertise comptable depuis que vous êtes tout petit, faut en parler. Ça, faut en parler tout de suite, parce que là, ça va vous distinguer. Moi, j'ai jamais rencontré personne comme ça. Personnellement, pour le moment, ce cas-là n'existe pas. J'adore la ville de La Rochelle, il faut dire que j'ai toujours beaucoup apprécié la montagne. Ça, par exemple, aussi, vous voyez, tout de suite, on va sentir que vous aimez tellement La Rochelle que vous ne savez pas du tout où c'est. Ouais, c'est le truc à éviter aussi, bosser un petit peu l'endroit. Il y a toujours en plus cette dimension, la ville est ancrée dans son territoire. Les écoles ont été créées par les chambres de commerce et d'industrie locales. Donc il y a un lien avec le territoire, il y a un lien. Et on est très fiers de dire, bah oui, moi je vais à La Rochelle, il y a l'île de Ré, et puis on est la première destination touristique, blablabla. Les gens sont très très fiers de ça, mais demain vous allez à Grenoble, et oui, les stations de ski, la montagne. Ça, c'est des choses qu'il faut un peu maîtriser. Et c'est pareil, si vous êtes capable de mettre en avant ce genre de choses, ça plaît. Moi, je me souviens quand je passais Bordeaux, c'était Montaigne, Montesquieu, Aurillac, les 3M. Tout le monde avait ça, ouais, on va leur sortir ça, ils vont adorer. Alors, faut pas que ce soit un truc que tout le monde sort, évidemment. Mais il y a des choses comme ça, forcément, auxquelles on est sensible. Et donc, il faut bosser ce genre de petites dimensions. Alors, je vais finir l'admission. Donc, vous avez été admissible, vous avez passé les oraux. Là, vous allez être admis ou classé. On essaye d'avoir le vocabulaire classé, en fait. Parce que si on prend le vocabulaire admis, les gens comprennent mal, parce qu'en réalité, quand vous êtes admis dans une école, ça ne veut pas dire que vous allez l'intégrer. Ça veut dire que vous êtes admis à la mettre dans vos vœux si j'aime. Bon, donc admis ou classé, le terme est utilisé de deux manières. Quand vous êtes admissible, c'est par rapport à un classement suite à vos écrits. Quand vous êtes admis ou classé, c'est suite à un classement où on va additionner vos écrits et vos oraux. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Vous pouvez être premier à l'ENEC, dernier à La Rochelle. Ça n'a aucun lien, puisque c'est en fonction des oraux. Vous pouvez avoir super bien réussi les oraux de l'ENEC et vous êtes complètement planté à La Rochelle. Pensez pas que parce que vous êtes bien classé dans telle école, forcément comme notre école est moins bien ou meilleure, le classement, ça n'a aucun rapport. Dans chaque école, vous avez un classement. Vous allez avoir un rang que vous allez pouvoir comparer au rang du dernier affecté. Le rang du dernier affecté, c'est jusqu'à quel numéro on est remonté l'année d'avant pour remplir l'école. Je vous prends l'exemple de La Rochelle. J'ai 105 places. L'année dernière, je suis remonté jusqu'au 693e pour remplir mes 105 places. Ça veut dire qu'il y a 105 qui ont voulu venir à La Rochelle et il y en a 500 et plus qui ont dit non. Pour plein de raisons, parce qu'ils ont choisi d'autres écoles, ça c'est vrai pour toutes les écoles. Il n'y a que HEC où les 300 premiers prennent HEC. Mais déjà, à l'ESSEC, il y a 300 places et ils montent jusqu'au 600e parce que généralement l'ESSEC et HEC, bah, tout le monde à HEC prend d'abord HEC, donc c'est ceux d'après qui prennent l'ESSEC, etc. Il y a un phénomène de domino qui est vrai pour toutes les écoles. Ce qui est important, c'est que le rang du dernier affecté concerne l'année d'avant. Le rang du dernier affecté, il vous donne une information sur vos chances d'intégrer. Mais ce n'est pas une vérité. Le rang du dernier affecté de votre année, il n'existe pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous êtes 200e à La Rochelle. Je vous dis, a priori, vos chances, elles sont de 99,99%. Et effectivement, si on s'arrêtait au 199e cette année, ça serait complètement... C'est juste impossible. Si vous êtes 800e, je vais vous dire, il y a plus de places ouvertes, il y a plus de concurrence. 693, 800, ouais, vous pouvez l'avoir. C'est pas sûr, mais vous êtes dans du lot. Si vous êtes 1500e, ça va être plus compliqué. Mais néanmoins, chaque année, il y a un nouveau rang du dernier affecté. Et si vous vous calez sur celui de l'année d'avant, vous faites une erreur, puisqu'il va forcément changer. Généralement, il change de plus 200, moins 200 s'il n'y a pas de gros phénomène. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a plus de places ouvertes. Donc, quand Lyon en prend 20 de plus, ça fait baisser le rang de toutes les écoles. Vous voyez, ça ruisselle. Et donc, forcément, il a tendance à augmenter. Ça paraît assez logique.
Liste principale versus liste complémentaire. La liste principale, si vous êtes pris sur liste principale, je prends l'exemple de La Rochelle, 105 places. Ma liste principale, c'est du 1er au 105e. Ma liste complémentaire, c'est du 106e jusqu'à la fin de ma liste des admis. C'est normal, hein. Vous allez généralement être sur liste complémentaire. Vous n'avez pas besoin d'être sur liste principale. Si vous êtes sur liste principale, ça veut dire que vous êtes sûr d'être pris dans cette école, quel que soit le vœu que vous mettez. Si vous le mettez en vœu 1, vous finirez forcément dans cette école, puisqu'on va demander aux 105 premiers s'ils veulent venir. Et donc vous serez dedans, et si vous avez mis que vous voulez y aller, boum, vous serez affecté. C'est ça la différence. Ça ne doit pas vous inquiéter. Comme je vous dis, généralement, la plupart des gens, ils sont sur liste complémentaire. C'est plutôt le rang dans la liste complémentaire. Ça va pour tout le monde, ça? Ouais. À partir de là, vous avez vos rangs d'admission, votre classement, et on vous demande de faire un vœu d'affectation. Le SIGEM, système à 2 entrées. Le rang, le vœu. Le rang, c'est votre classement dans l'école. Le vœu, c'est vœu 1, vœu 2, vœu 3, vœu 4. L'idée fondamentale, c'est de ne pas avoir de stratégie, mais choisir par ordre de préférence. Premièrement, parce que comme je vous ai expliqué, votre rang, vous ne pouvez pas le comparer au rang du dernier affecté, parce que c'est juste une information sur ce qui s'est passé l'année d'avant. Ce n'est pas une réalité de ce qui va se passer pour vous dans votre concours. Deuxièmement, parce que le rang est plus fort que le vœu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 250e qui a mis l'école A en vœu 3 passera devant le 251e qui a mis l'école A en vœu 1. Ça va pour tout le monde, ça? Sachant que pour que cette situation ait lieu, il faut que le premier n'ait pas eu son vœu 1 et son vœu 2. Si vous êtes affecté à une école, vous sortez du système d'affectation et vous ne rejouez plus. Donc si vous avez votre vœu 1, on ne va pas regarder votre vœu 2, votre vœu 3, votre vœu 4. Vous serez directement dans l'école. Ce qui est important par rapport à ce système, c'est que si vous n'avez pas votre vœu 1, votre vœu 2 devient votre vœu 1. Si vous n'avez pas votre vœu 2, votre vœu 3 devient votre vœu 1, etc., etc., etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de stratégie, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous en avez une, vous allez vers de gros problèmes. L'exemple d'erreur à ne pas faire, vous mettez en choix 1, parce que ça serait ça avoir une stratégie. École que je veux moyennement, mais je suis très bien classé. Et puis il y a une école que je veux beaucoup, mais je ne suis pas très bien classé. Mais je me dis, si je mets en vœu 2 la première, où je suis très bien classé, donc que je suis sûr d'avoir, si je le mets en vœu 2, je risque de ne pas l'avoir. Non, ça ne va pas du tout fonctionner comme ça. Si vous mettez en choix 1 cette école, comme vous êtes très bien classé, vous allez l'avoir. Il y a un premier tour, on regarde votre choix 1, vous êtes affecté, vous sortez du système. Si vous faites l'inverse, vous mettez en choix l'école que je veux beaucoup, mais je ne suis pas très bien classé. Deux possibilités. Vous êtes affecté à ce vœu-là, vous avez tout gagné. Vous n'êtes pas affecté, votre choix 2 devient votre choix 1, et vous aurez de toute façon la première. D'accord? Ça va pour tout le monde, ça? C'est assez simple, hein. Mais faites pas l'erreur de mettre par sécurité en premier choix une école que vous n'avez pas envie d'avoir. Vous allez finir dans cette école si vous êtes très bien classé. Et comme je vous disais, si vous êtes sur liste principale, là, alors là, pour le coup, c'est sûr que vous serez bon. L'affectation est définitive et sans appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, des fois, on m'appelle, oui, est-ce que je peux venir dans votre école? Non, non, non. Une fois qu'on vous a affecté à une école, c'est celle où vous pouvez aller. À la limite, vous n'y allez pas. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que comme le système est transparent, clair et équilibré, il n'y a pas besoin finalement d'aller plus loin que ça. Sachant que nous, on a une marge de 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, sur 105 places, je peux prendre entre 0 et 5 de marge, donc je peux en appeler 110. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y en aura peut-être 2 qui vont cuber, un qui va abandonner, etc., etc. Et généralement, on retombe sur nos pieds. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est pas un système avec des listes d'attente où on appellerait derrière des gens début septembre. Non, non. Mais ce qui est super rassurant pour vous. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous devez verser un acompte de 800 €. Qu'est-ce qu'ils sont durs. Pourquoi il y a un acompte de 800 €? Il faut que vous l'ayez sur votre carte bancaire pour vous positionner. On peut se dire, tiens, c'est un acompte. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera retiré de vos droits de scolarité de la première année. Pourquoi on fait ça? Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que les gens pouvaient s'engager
et puis à la rentrée, ils ne venaient pas à l'école. Nous, il nous manquait des élèves, et puis surtout, comme le système fait qu'une fois que l'école elle est remplie, on ne rajoute pas d'élèves, il y avait des étudiants qui voulaient vraiment venir à La Rochelle, qui n'avaient pas pu le faire, parce qu'il y avait des gens qui avaient pris leur place, et qui n'étaient pas venus en septembre. Donc l'histoire des 800 €, il est bien pour vous, il est bien pour nous. Nous, parce qu'on est plutôt sûr d'avoir les élèves qui se sont engagés, et vous, parce que si vous voulez terminer dans une école et pas vous faire prendre votre place par quelqu'un qui en réalité n'est pas intéressé à juste jouer pour voir, et bien a priori il ne le fait pas puisqu'il y a quand même 800 € à avancer. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au concours? Oui? Tout à l'heure, vous avez dit pour l'oral individuel pour éviter les sujets polémiques. Est-ce que, par exemple, si on a eu une expérience dans la justice ou dans le droit, je sais pas, des choses comme ça en fait, qu'on a, je sais pas, participé à des jugements ou des choses comme ça. Bon, ça va ça? On peut en parler ou pas? Oui. Si on a travaillé, par exemple, si on a eu une expérience de bénévolat, par exemple. Ah oui, ça faut en parler. Oui, quand je parle. Les sujets polémiques, je parle des trucs où la raison n'intervient plus et on est dans le passionnel total. Si on a, par exemple, rencontré des problèmes dedans, ou il a eu un succès dedans, ou je sais pas, quelque chose qui peut, par exemple, qui a fait de nous, cette expérience a fait de ce qu'on est aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je vois. Il faut savoir bien l'expliquer. Il faut savoir bien le justifier. Ça veut dire que si vous abordez des thèmes comme ça, il faut bien les préparer dans la façon dont vous allez en parler et quelles sont les limites que vous ne voulez pas franchir, à la fois dans ce que vous dites et dans ce qu'on va vous demander. Donc voilà, soit vous maîtrisez bien le sujet et vous l'abordez, soit vous ne le maîtrisez pas et vous le laissez de côté. D'autres questions? Oui. Les 800 € d'acompte, il faut les payer là, Tout de suite maintenant, là, vous allez me faire enchaîner. en début d'inscription des écrits. Ah non, vous les payez au moment de faire vos vœux. Donc grosso modo, je crois, c'est 10. Vous allez avoir vos résultats d'admission. Là, vous avez tout en ligne vos écoles. Et pendant 2 jours, vous pouvez vous positionner. Et là, effectivement, en vous positionnant, on vous demande de verser 800 €. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 800 € sur la carte. Si on ne fait pas d'école, les 800 € on les sort. Non. C'est pour tout le monde. Oui. Même le boursier. Ah, elle est bonne votre question. Non, je crois que c'est pas pour les boursiers. Ouh, bonne question. Vu que c'est début de l'année d'école. Ouais, si vous êtes boursier, ça ne veut pas dire que vous ne payerez pas de droit de scolarité l'année... Renseignez-vous. Je me renseignerai, je dirais à messieurs de la campagne, mais effectivement, la question est pertinente. Oui. Sur les oraux, pour les présentations, est-ce que vous avez des conseils? Comment on s'introduit en fait à un oral face au jury? Déjà, vous dites bonjour. Vous serrez la main si vous pouvez, mais... C'est bonjour, je m'appelle et je vais vous présenter Ouais, quelque chose d'assez simple. Après, des fois, c'est guidé. Hein. Mais généralement, bonjour, je m'appelle Olivier Guillotot, je viens de telle ville, j'ai fait ma prépa là-bas. Ça suffit pour se présenter. Et après, vous rentrez dans l'exercice. Vous ne perdez pas effectivement dans le truc où il y a, par exemple, un petit exposé de culture G à faire et vous passez 20 minutes à vous présenter. Mais il faut être là. Généralement, ils vont vous couper en plus et ça va vous déstabiliser un peu. Mais bonjour, je m'appelle Thierry Martin, je viens d'Amiens, j'ai fait ma prépa au lycée Michely et je suis aujourd'hui dans vous parce que je suis intéressé par un telle école. C'est simple, c'est direct. Oui? Ouais. Pour les oraux dans les écoles, vous conseillez combien de jours entre chaque école? Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que c'est important de passer assez de temps dans l'école pour la découvrir et découvrir la ville. Et derrière, il faut que vous ayez le temps de récupérer. Moi, je pense que une école tous les 3 jours, c'est à peu près le truc. Je pense qu'avec ça, vous êtes sur un assez bon équilibre. Faites pas la fête jusqu'à 4 h du matin avant l'entretien. Vous la faites après l'entretien, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du teint, vous l'avez tout de suite un petit peu plus rose. Faut pas vous tromper de priorité.
faut découvrir l'école, et de ce point de vue-là, il faut parler avec les élèves, il faut parler avec le staff, il faut aller dans la ville, il faut vraiment, vraiment prendre ce temps-là. Mais vous êtes d'abord là pour passer un concours, et donc pour avoir la meilleure note possible. Ça doit être la priorité des priorités. D'autres questions? Je vous laisserai mon adresse mail si vous en avez derrière, de toute façon, vous n'hésitez pas. Bon, je vous fais un rapide, c'est beaucoup plus rapide, hein, mais une école de management pour quel métier? Monsieur de la Campagne m'avait demandé d'évoquer un peu cette question. Et c'est vrai que vous allez faire une école, vous allez avoir énormément d'opportunités académiques, c'est-à-dire quelle spécialisation, quelle dominante, quel majeur, quel double diplôme. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire. C'est d'une richesse quand même assez dingue, les écoles de management, au niveau de l'offre. Il faut être honnête, c'est quand même leur force. Si vous ne trouvez pas quelque chose pointure à votre pied, c'est vraiment vous êtes difficile. Opportunité internationale, effectivement, à la fois parce que vous allez être avec des étudiants étrangers, des profs étrangers, vous pouvez partir en université partenaire, sur des campus associés, faire votre stage à l'international. Professionnel, évidemment, stage, alternance, témoignage, rencontre avec des professionnels. Associative, la vie associative est super importante dans une école. Et humaine. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je voulais vous donner un petit conseil perso. On parle souvent d'alternance, et c'est vrai que ça s'est beaucoup développé de nos jours, et c'est une très très belle formule, l'alternance. D'abord parce qu'elle est très formatrice, et puis parce qu'elle vous permet effectivement de vous faire financer une année ou plusieurs de scolarité par une entreprise et avoir un salaire. Moi, le conseil que je donne, notamment à un élève de prépa, faites la dernière année en alternance. Faites pas plus. Alors, après, vous adapterez à votre situation. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites l'alternance à partir de l'année de M1, généralement, vous ne pouvez pas partir à l'international. La vie asso, c'est plus limité, etc., etc. Donc moi, parce que des fois, c'est alternance ou pas alternance. En réalité, moi, ce que je pense, c'est la complémentarité des deux. Une première partie étudiant normal, où vous profitez de tous les avantages de la vie d'étudiant, et une dernière partie en alternance, où là, vous profitez de tous les avantages de l'alternance. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne formule. Après, on s'adapte, effectivement, si quelqu'un vient nous dire, voilà, moi, je ne peux pas partir à l'étranger, il faut absolument... Bon, on trouve des contrats de 2 ans, des fois, il y a même des écoles qui donnent des contrats de 3 ans. Mais très honnêtement, c'est vraiment la complémentarité, et je vois ça parce que des fois, il y a des débats, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est l'un et l'autre. Ça, c'est la bonne formule. Sachant que l'alternance, vous êtes salarié, les vacances, c'est terminé. C'est terminé. Il y en a un, mais c'est plus comme à l'école. Et puis, c'est super exigeant l'alternance, c'est-à-dire qu'on vous demande de valider votre diplôme, et puis on demande d'avoir des résultats professionnels. Vous allez bosser entre 45 et 50 ans, peut-être plus. J'y suis aussi, hein, je vous rassure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rentrer trop tôt là-dedans. Vous verrez, une fois que vous serez dedans, vous regretterez quand vous étiez étudiant. Donc profitez aussi de cette expérience humaine-là qui est quand même assez géniale. Et l'école, pour ça, c'est vraiment des super conditions. 3 dimensions vont se croiser au niveau des métiers. Ça peut être une dimension discipline, effectivement, marketing, achat, finance, ressources humaines. Vous allez avoir une dimension secteur. Dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la grande distribution, dans le secteur de l'aéronautique. Et puis vous allez avoir une dimension métier. Être directeur marketing, être contrôleur de gestion, être expert comptable, être responsable achat. Et finalement, c'est tout ça qui va se croiser, sachant que certains vont mettre l'accent plus sur une chose ou l'autre. Moi je veux absolument bosser dans le luxe, et finalement le rôle que je vais y avoir... Moi par exemple, à titre personnel, c'était l'enseignement qui me motivait. Au départ je suis prof, puis après voilà, je suis devenu directeur d'école, mais c'est vrai que c'est le secteur en tant que tel qui me motive. J'aurais pu rentrer sous un autre angle, j'aurais pu dire je vais être absolument directeur. C'est pas du tout, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Mais voilà, à vous de croiser ces 3 choses-là et de voir quelle est la porte d'entrée, sachant qu'effectivement, vous allez voir que les possibilités en termes de métier et de secteur sont innombrables. Alors déjà, au niveau des schémas, vous pouvez être salarié,
Vous pouvez être créateur d'entreprise, par exemple. Ça, déjà, c'est pas du tout la même vie. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Vous pouvez travailler dans le privé, vous pouvez travailler dans le public. Vous pouvez bosser pour une grande entreprise, une multinationale, vous pouvez bosser pour une toute petite boîte. PME, comme ça, 4-5 personnes, ou 30 000 personnes. Vous pouvez bosser dans une boîte française, vous pouvez bosser dans une boîte étrangère. Tous ces schémas-là sont possibles. Alors, là encore, ça dépend comment vous voyez les choses. Il y a des gens qui vont dire, moi je veux la multinationale parce que j'ai envie de travailler dans différents pays. Effectivement, moi j'ai une copine qui bosse chez Pepsi Cola. Et ouais, elle change de pays tous les 5 ans et le truc il est complètement verrouillé. On lui paye tout, les enfants, l'école, le déménagement, c'est incroyable quoi. Moi je sais que demain je veux travailler à l'étranger. Je quitte mon job et je vais voir des universités étrangères qui n'ont pas forcément vu de français, qui vont se demander un peu, qui ne savent pas forcément combien vaut l'euro, etc., etc. C'est plus difficile pour moi. C'est d'autres conditions, mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir vous regarder. PME multinationale, c'est pareil. PME, il y a moins d'avantages généralement. Hein. Parce que dans les multinationales, vous allez avoir plein d'avantages dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Par contre, généralement, vous êtes beaucoup plus libre de vos choix, un peu entrepreneur, à prendre des décisions, à faire un peu tout, à vous mélanger aux autres. C'est pas du tout les mêmes systèmes hiérarchiques. Salarié créateur, salarié ça a forcément l'avantage d'une sorte de sécurité, mais créateur ça a aussi tout le buzz de monter sa boîte. Si vous voulez devenir richissime aujourd'hui, monter sa boîte c'est la meilleure solution. La monter, la revendre. Si vous faites ça, peut-être qu'à 35 ans c'est fini. Salarié, a priori, à moins d'être le directeur général de Renault, vous n'allez pas devenir richissime. Quoi. Vous allez devoir vous bosser les 45 ans, on vous annonce. Et puis française, étrangère, forcément, là c'est encore par rapport aux conditions et à la façon dont vous êtes traité, ça peut évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que les secteurs et les métiers sont parfois totalement inattendus. C'est-à-dire que quand on croise des diplômés qui nous racontent ce qu'ils font, vous dites quoi? C'est-à-dire que des types qui bossent dans des entreprises, qui font des fauteuils pour, je sais pas quelle industrie, donc des fauteuils des fauteuils pour le secteur médical, des choses où vous dites mais qu'est-ce que c'est? Je ne savais même pas que c'était possible que ça existe. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que par rapport à une idée, je bosse chez L'Oréal, je bosse chez Renault, je bosse dans un poste classique, en réalité, ça c'est 10% des boulots. Il y a 90% des boulots qui sont dans des secteurs où vous dites mais je ne savais pas que ça existait. Le métier en tant que tel, vous dites mais c'est incroyable. Et là-dessus, il faut vraiment vous donner cette possibilité-là. En plus, les parcours des gens qui ont fait des écoles de management, ils sont d'une diversité folle. Moi, je sais que ceux qui ont fait Sudoku avec moi, j'en ai un qui est traducteur français-anglais, j'en ai un qui bosse dans l'humanitaire chez Oxfam, j'ai une copine qui bosse à la Citibank à Singapour, moi je bosse dans l'éducation, j'en ai un qui bosse chez Standard & Poor's. Enfin, c'est assez incroyable. Le nombre de jobs possibles, il est quasiment sans limite. Comme je dis souvent, si vous voulez faire footballeur professionnel ou cosmonaute, c'est pas les bonnes études. Ça vous aidera peut-être, hein, mais c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Mais sur quasiment, je dis 80% du spectre des métiers possibles, mais c'est vrai. De ce point de vue-là, une école de management, ça vous ouvre vraiment un nombre de possibilités assez dingue. Ce qu'il faut que vous développiez, c'est l'adaptabilité. Aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que par rapport à une époque où on savait exactement ce qu'allaient faire nos diplômés, quel métier, dans quelle boîte, en plus ils y restaient 40 ans dans la même. Ah non, il ne sait pas 40 ans à l'époque, les chanceux. Aujourd'hui, ça c'est fini. Ça va tellement vite qu'on se rend bien compte que tel métier, on les a formés à ça, 5 ans après, il n'existe plus, c'est un autre. Que telle boîte, en fait, elle a été rachetée, elle a changé d'activité, elle s'est adaptée. Etc. Donc voilà, vous, ce qu'il faut que vous développiez, c'est l'adaptabilité. Et ça, de ce point de vue-là, le cursus vous permettra de le faire. Au final, c'est gérer des hommes et des organisations. Hein. C'est-à-dire que le plus difficile, quand même, professionnellement, c'est gérer des groupes de personnes. Et c'est ça qui sera valorisé, et c'est ce à quoi on va vous fermer.
En même temps, c'est le plus passionnant parce que voilà, on travaille avec des gens, on essaie de faire du travail d'équipe, d'arriver à des objectifs. Puis quand on y arrive, c'est super. Mais je crois que c'est ce à quoi les écoles vous forment et c'est ce vers quoi vous allez aller. Mais comme je vous dis, restez ouverts à toutes les possibilités parce que aujourd'hui, il y en a tellement que vous ne pouvez pas imaginer et qui vont s'ouvrir petit à petit. D'abord parce qu'il y a la digitalisation notamment qui fait que les métiers évoluent à une vitesse folle et qu'il y a sans doute des choses qui n'existeront plus. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit. Ça c'est mon email. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bonjour Monsieur Guillotot, on s'est vu à Amiens. Quelle que soit la question, soyez pas timide. Non, oh là là, je vais pas le déranger. Non, il n'y a pas de souci, c'est normal que je fasse ça. Et même si ça ne concerne pas La Rochelle, si ça concerne d'autres écoles, il m'est arrivé de répondre à des gens qui savaient aucun rapport. Et puis voilà, je leur ai dit, bah, écoutez, moi je pense qu'il faut faire ça, ou renseignez-vous auprès de telle personne. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour tout le monde? Il ne fait pas trop chaud? Je vous souhaite de très bons concours et bon courage. À bientôt.